Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. Bienvenue sur ma chaîne Vérité à venir, où je crée des contenus de qualité, des analyses, des revues d'actualité, des lectures de livres et de magazines et bien d'autres choses encore. Je réponds à votre droit d'être informé. Qui dit droit inclut devoir, et les vôtres sont de liker, de commenter, en accord, en désaccord. C'est libre, vous pouvez vous exprimer, toutes les opinions sont les bienvenues. Et pour conclure, à trouver la petite flèche en dessous, à créer des posts pour me relayer, ou bien récupérer l'URL que vous basculez sur Telegram, Twitter ou par mail encore. Comme ça, vous me donnez de la visibilité. Aujourd'hui, on est sur la première émission d'une série qui va être basée sur le transhumanisme. Mais je me suis dit, oh Fédo, tu ne peux pas aborder ça comme les autres. Fais différemment. Alors, je vous propose de vous pencher sur ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire, soit il est issu d'un créateur de Dieu, donc d'un mouvement du créationnisme, soit le fruit d'une longue évolution dans la nature des forts qui l'emportent sur les faibles. L'évolutionnisme darwinien. Alors, d'un côté, on a de la métaphysique, de l'autre, on est dans la post-métaphysique. C'est-à-dire que pour le créationnisme, l'homme est fait à l'image de Dieu. Et il a de son intérieur Ève qui est effectuée, les premières relations humaines, le couple, la famille même qui va se former par la suite, et la faiblesse aussi corporelle qui viendra s'inclure pour accentuer sur l'esprit, au point même où les chrétiens ont la Trinité comme concept, corps, âme, esprit. De l'autre, en totale opposition, c'est non pas les vertus, l'amour qui sont exercés et tout le monde a le droit de vivre, c'est une sélection, les forts qui écrasent les faibles. Et selon les mouvements darwiniens, en général, ce sont ceux des meilleures castes. Mais alors, comment expliquer que, du fruit de cette longue évolution qui nous est promotionnée, il y a encore des tares héréditaires, des personnes avec des handicaps et bien d'autres problèmes de santé encore. Alors là, ils vont accuser justement les généreux chrétiens ou de d'autres religions qui peuvent exister d'avoir fait preuve de solidarité envers les faibles et donc d'avoir nui aux races de l'espèce humaine. Oui, parce qu'il y a un concept de différence de groupe humain. Alors on va voir après ce qu'est une race véritablement, est-ce qu'on peut nommer ça comme tel, des blancs, des noirs, des asiatiques, ou plutôt des ères civilisationnelles. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la civilisation ? On va se pencher sur plusieurs ouvrages. De Engels, on va reprendre la question d'être soi ou non, de la transformation de cette notion. On va arriver après à Jean-Paul Sartre également, à l'avenir de la nature humaine. Et comme je vous disais, il y a des ères civilisationnelles, des groupes humains qui sont établis, où on a nos ascendants et on a notre histoire à la fois de la famille, de la culture, du pays et de la biologie, qui mènera à voir si oui ou non on a un devoir envers la race. Et qu'est-ce que le principe de race ? Parce qu'il ne faut pas non plus se mener au scandale, voyez-vous, de ceux qui en voulaient une parfaite. La culture, l'âge, biologique, historique, civilisationnel, et donc nous sommes redevables du passé, qui mènera après à voir la modification des rapports humains. C'est-à-dire que là, quand on voit le concept de la famille qui permet de faire société, qui élève des enfants pour les mener à être des personnes responsables, conscientes, où la meilleure transmission d'un parent, le meilleur héritage n'est pas l'argent, on n'est pas dans l'adoration du veau d'or, dans Babel, non, c'est justement d'avoir offert à son enfant le discernement, le bien, le mal, les concepts, la force du langage, qui est là une chose qui pourrait s'attacher à la métaphysique, puisqu'immatérielle et agissant avec une très grande précision et entrant dans les moindres détails de ce qu'est l'être humain. Dedans, nous verrons, on reviendra rapidement sur le racinement, et jusqu'à la libération qu'ils appellent sexuelle, où là, ils ont dissocié la vertu, le côté de trouver une femme, ou pour la femme de trouver un homme, voyez-vous,
d'apprendre à se découvrir, de passer par d'abord des fiançailles et d'arriver au mariage, de faire tout un tas d'étapes, non pas dans une consommation de l'immédiateté comme c'est le cas dans le modèle artificiel actuel, mais bien de se découvrir, de voir qui est sa moitié, et d'aller au-delà encore de ça. Un héritage, c'est la juste utilisation que fait l'humanité normalement de son langage et de sa découverte du monde et de sa conscience. Malheureusement, la libération sexuelle mène donc à avoir un concept du sexe, du vice d'un côté, de détacher la procréatique et petit à petit de forcer même la technique. Ce que la nature n'offrait pas, par exemple, à ceux qui sont privés de fécondité, les techniciens et scientifiques se sont attelés à la recherche pour affronter Dieu, au point même où ils veulent réécrire le livre de vie. Et là, nous sommes que sur le côté de la biotechnologie. Après, il y a ce qui est du NBIC, nano, biotechnologie, sciences de l'informatique et sciences cognitives. Donc sciences de l'information plus précisément et sciences cognitives. J'ai répondu récemment, vous avez certainement vu mon post passer, à un pro-transhumaniste qui me disait « Mais quel est le problème si Jeff Bezos veut par exemple vivre jusqu'à 200 ans ?» Et quel est encore ton problème si on parlait de 500 millions d'individus sur Terre plutôt que des milliards qui vivent dans de mauvaises conditions? Alors, je me suis interrogé, est-ce qu'il est favorable à un eugénisme? Et qu'est-ce qu'une vie qui vaut d'être vécue? Est-ce que quelqu'un qui un jour est touché de maladie, on peut dire qu'il était indigne de vivre? Ou encore une autre qui n'avait qu'un handicap, qu'elle n'avait pas le droit, voyez-vous, de prendre des plaisirs dans cette vie même ici-bas? Qui sommes-nous? Quels critères sont établis pour ça? Des fois, nous l'observons, des gens qui nous paraissent faibles physiquement sont en réalité très épanouis, et d'autres qui sont dans leur âge de santé, voyez-vous, bien structurés, qui vont à la salle de sport, qui ont des activités, sont entourés de beaucoup de personnes, mais sont dans une solitude implacable. Ça va nous poser tout un tas de concepts. Et il nous faut maintenant commencer par Engels, qui à la page 56 s'intéresse à la métaphysique, parce qu'il dit que la méthode dite métaphysique, qui régna presque exclusivement parmi les Français du XVIIIe siècle, du moins dans les œuvres spécialement philosophiques, mène, voyez-vous, à des concepts qui vont suivre, comme par exemple Héraclite, qui est le premier à avoir formulé clairement « tout existe et n'existe pas ». Cette notion-là, c'est de se dire que nous existons, par exemple, mais que nous sommes amenés à mourir. Le corps biologique à la poussière et ce qui est de l'esprit pour ceux qui y croient à la lumière. Donc dans des spectres, voyez-vous, qui sont différents, là est la largesse des prismes. Certains sont enfermés, les autres ont élargi la chose. Tout existe et tout n'existe pas. Certains vont dire c'est fou, c'est comme je pense donc je suis. Pourtant, l'embryon, voyez-vous, lui est déjà un être en devenir et il ne pense pas encore à ce qu'il sera par la suite. Y a-t-il des choses métaphysiques innées qui viendraient à s'attacher à la matérialité? Et là où ça en ferait du corps un support du spirituel, il y a une interrogation à avoir. Maintenant, si on pousse sur la démarche, et on va le voir après parce que j'ai sélectionné des passages, on se dit, c'est bien, je veux y croire à cette métaphysique, en un créateur, etc. Je suis croyant. Mais il y a une question qui vient quand même à se poser. C'est de se dire, si mon corps est un support du spirituel, en l'occurrence d'une âme et d'un esprit, à ce moment-là, c'est des choses qui sont innées, qui normalement ne vont pas changer avec la biologie. Au contraire, vont fortifier, voyez-vous, ma perception du monde. C'est même ça qui va me permettre justement d'avoir la capacité de penser. Or, nous voyons que notre pensée, nos réflexions émanent du langage que l'on a, de l'environnement que l'on va côtoyer, par les apprentissages dans un métier, ou encore par des formations dans l'instruction qui est devenue après l'éducation nationale. C'est à partir de ça qu'on va émettre des consentements, qu'on va se faire une représentation du monde. Si l'esprit et l'âme étaient innés, comment se fait-il que dans certaines contrées très reculées du monde,
les gens peu alphabétisés, répondent qu'aux besoins primaires de la pyramide de Maslow. Aller chasser, aller cueillir, voyez-vous, se nourrir, se vêtir, pourquoi pas tout au plus, s'ils sont évolués, mais ils restent dans une forme de modèle du règne animal. Chasser, ne pas être tué, et il n'y a pas de développement plus poussé. Alors, j'en suis venu, par contre, à me dire qu'il y a quelque chose qui nous ramène à cette métaphysique. Non pas le principe de notre propre esprit et de notre propre âme, mais d'un seul esprit qui pourrait exister par le langage. Et là, le langage, c'est quelque chose qui est matériel, qui vient agir sur notre matériel. Parce que notre pensée, il serait, voyez-vous, stupide, peut-être même déplacé, de croire que l'on peut réfléchir sans avoir un cerveau, le support. Voyez, c'est là où la pensée, si elle était matérielle, pourrait se saisir d'un objet ou pourrait s'inclure, comme les post-humanistes le veulent, pas les transhumanistes, mais ceux qui vont au-delà, qui pensent qu'on peut en fait téléverser l'être humain dans un modèle informatique, parce que ça ne serait qu'un support. Donc passer, voyez-vous, du biologique au matériel. Et en fait, être non pas sur un hardware même, mais un software. Voyez, on est après que sur une question de logiciel, et que l'esprit même et l'âme seraient en fait des logiciels transférables au gré d'ingénieurs. Alors, pour ma part, la pensée émane donc du cerveau. Malheureusement, sur ce point-là, on doit se rattacher à la matérialité. Quand pour d'autres, ils veulent, voyez, s'attacher à la métaphysique. Et je vais vous emmener à la page 58, parce qu'il y a quelque chose qui m'a intéressé. Pour le métaphysicien, les choses et leurs reflets intellectuels, les concepts, sont des objets d'étude isolés, à considérer les uns après les autres, et les uns sans les autres. Des objets invariables, fixes, immobiles, donnés une fois pour toutes. Il ne pense que par antithèse, dépouillé de tout moyen terme. Il parle par oui et par non. Ce qui va au-delà est sans valeur. Pour lui, une chose existe ou n'existe pas. Une chose ne peut être à la fois elle-même et autre qu'elle-même. Le positif et le négatif s'excluent absolument. La cause et l'effet sont en directe opposition l'une à l'autre. Donc sont en directe opposition l'une à l'autre. Cette manière de voir nous apparaît au premier abord extrêmement plausible, car elle est celle du soi-disant sens commun. Mais ce sens commun, compagnon si respectable tant qu'il reste calfeutré dans son trou, creusé par son usage, rencontre des aventures bien drôles dès qu'il se risque dans le vaste monde de la science. Là où, aujourd'hui, on a l'étude du cerveau, des neurones, on a les IRM qui peuvent regarder quelles zones cérébrales sont activées, l'aire de Broca, il y a après d'autres aires encore qui peuvent exister. On a le lobe temporal, le lobe occipital, le lobe encore préfrontal, il y a un autre lobe encore qui existe. Et on a vu qu'il y a des régions du cerveau qui vont servir soit à la motricité, d'autres au langage, à la compréhension, à la parole. Et voyez-vous, la mémoire, pareil, qui interagit à certains endroits encore. Donc, tout est bien structuré dans un réseau neuronal, entre autres. Et la méthode métaphysique, toute justifiée et nécessaire qu'elle soit dans nombre de domaines plus ou moins étendus selon l'objet de l'analyse, arrive tôt ou tard à une limite au-delà de laquelle elle devient partiale, bornée, abstraite, et se perd en contradictions insolubles. La raison en est que, dans la contemplation des faits isolés, elle oublie leurs relations réciproques, dans celle de leur corps, leurs mouvements. Les arbres l'empêchent de voir la forêt. Nous pouvons dire, avec assez d'exactitude pour les besoins de tous les jours, si un animal existe ou non. Mais une recherche plus approfondie nous fait voir que maintes fois ce problème est des plus embrouillés, comme le savent très bien les juristes qui se sont évertués à trouver une limite rationnelle au-delà de laquelle tuer un enfant dans le sein de sa mère est un meurtre. Enfin, c'était perçu comme ça à l'époque. Aujourd'hui, le progrès veut l'IVG, l'IMG, des interruptions, en veux-tu, en voilà. Alors, hop, que l'on ne soit pas dérangé pendant cette vidéo. De même, il est impossible de fixer donc le moment de la mort,
La recherche physiologique a démontré que la mort n'est pas un phénomène instantané, mais un processus de très longue durée. De même, tout être organique est à chaque instant lui-même et un autre. Élimine. Donc à chaque instant, il assimile des matières étrangères et en élimine d'autres. À chaque instant, des cellules de son corps meurent et d'autres se forment. L'être que je suis aujourd'hui n'est pas le même qu'hier sur déjà la façon de voir la biologie. Il y a des reproductions cellulaires. Certes, l'apparence est la même, extérieurement mon phénotype ne semble pas avoir changé, et pourtant, il y a bien une régénérescence des tissus, des cellules et d'autres choses encore. Ça, c'est pour la biologie. Pour la pensée, il en est de même. L'être que j'étais hier ne sera pas le même que je suis aujourd'hui et encore moins demain. Je vais avoir des pensées qui vont rester telles quelles, des amitiés qui sont créées, vous voyez, un réseau social qui est bien tissé, mais j'ai changé. Ce qui veut dire que le « je suis donc je pense » n'est pas tout à fait correct et que nous rapprochons plutôt de tout existe et n'existe pas. L'être que j'étais hier est déjà effacé et en voici un nouveau. Et demain encore, vous apprécierez, vous voyez, il n'y a pas des alter ego, mais vous apprécierez une évolution. Peut-être qui viendra conforter le passé, là où nous en sommes redevables justement à notre race ou non, à notre groupe humain, à notre famille. Il y a bien d'autres savoirs qui nous ont été transmis. Et c'est un héritage que l'on doit enrichir. Et j'ai trouvé ça fort quand même, de leur époque, de dire justement « je suis, mais en même temps je ne suis pas ». Par ma reproduction cellulaire, j'assimilerai ce qu'il y a dehors, un peu à la lamarckisme, je m'adapterai petit à petit, mais je ne serai pas le même. Dans un temps plus ou moins long, la matière de son corps est renouvelée entièrement et remplacée par d'autres atomes de matière, de sorte que tout être organique est toujours lui-même et non lui-même. En regardant la chose de plus près, nous voyons que les deux pôles d'une antinomie, le positif et le négatif, sont aussi inséparables qu'opposés l'un à l'autre, s'entre-pénétrant mutuellement en dépit de toute leur opposition. De même, la cause et l'effet sont des idées, qui n'ont de valeur que dans leur application au cas isolé. Mais aussitôt que le cas isolé est envisagé dans ses relations générales avec le reste du monde, ils se confondent et s'évanouissent dans l'enchaînement d'une réciprocité universelle où cause et effet changent constamment de place, où ce qui était cause à un certain endroit et à un certain moment devient effet dans un autre endroit et dans un autre moment, et vice-versa. Tous ces processus naturels et méthodes intellectuelles ne rentrent pas dans le cadre de la pensée métaphysique. La dialectique, au contraire, prend les objets et leurs représentations intellectuelles, les idées, dans leur mouvement, dans leur devenir et leur périr, les phénomènes mentionnés plus haut ne font que corroborer sa manière de procéder. La nature est le banc d'essai de la dialectique et nous devons dire, à l'honneur des sciences naturelles, qu'elles ont fourni pour ce banc d'essai une riche moisson de faits qui s'accroît tous les jours et qui démontre qu'en dernière instance, c'est la dialectique et non la métaphysique qui règne dans la nature. Que la nature ne se meut pas dans l'éternelle monotonie d'un cycle sans cesse répété, mais parcourt une histoire effective. Avant tout autre, il faut citer ici Darwin, qui a porté le coup le plus puissant à la conception métaphysique de la nature en démontrant que toute la nature organique actuelle, les plantes, les animaux et par conséquent l'homme aussi, est le produit d'un processus d'évolution qui s'est poursuivi pendant des millions d'années. Si on rejoint le principe de population de Malthus, inspiré lui-même de Darwin, moi j'ai une question. Il ne croit donc pas en Adam et en Ève, mais en, par exemple, des cousins du singe qui seraient amenés à évoluer. Pas de créateur. Très bien. Qu'on m'explique comment un bébé singe, un bébé humain ou encore un bébé de d'autres animaux qui peuvent exister en dehors de l'espèce humaine peuvent, voyez-vous, vivre, répondre à leurs premiers besoins dans leurs premiers mois. La plupart des animaux, si on les détache de leurs parents et qu'on les laisse seuls, ils meurent. L'être humain, c'est pareil. S'il n'est pas accompagné par ses parents ou en tout cas d'autres qui prennent le relais, il meurt parce qu'il est trop frêle, trop fragile.
Et c'est la question d'ailleurs de l'œuf et de la poule. Qui de l'œuf ou de la poule en premier? Ça n'a aucun sens que d'être, voyez-vous, dans cette vision qu'il n'y a pas de créateur. C'est impossible. J'ai d'ailleurs fait un billet sur le blog Mes Lectures. Vous pouvez retrouver aussi la chaîne YouTube Mes Lectures. Et vous verrez dessus ce que j'en pense. Ça sera amené à être augmenté au passage. Kant commença sa carrière en prouvant que l'immobile système solaire de Newton et son existence éternelle, le choc initial une fois donné, se résolvait en un processus historique, dans la formation du Soleil et des planètes à partir d'une masse nébuleuse en rotation. En même temps, le fait que le système solaire était né l'amena à conclure que ce système mourrait nécessairement un jour. Le cycle de la vie, que les transhumanistes refusent, puisqu'ils veulent vivre le plus longtemps, voire combattre, s'affranchir de la mort. Et là, on a l'erreur idéaliste de Hegel, page 61. Et après, on ira sur d'autres ouvrages. De plus, Hegel était idéaliste, ce qui veut dire qu'au lieu de considérer les idées comme les reflets intellectuels des objets des mouvements du monde réel, il s'obstinait à regarder les objets du monde réel. Donc il ne regardait que les objets du monde réel et les changements qu'ils subissent que comme autant de reflets de l'idée. Pour lui, l'idée d'une chose préexistait, on ne sait où ni comment, à la chose elle-même. Le monde, en fin de compte, avait été créé à l'image d'une idée éternelle. Il n'était que la réalisation de cette idée absolue qui, par conséquent, était supposée avoir une existence à part et indépendante du monde réel. Cette manière de voir bouleversa de fond en comble les véritables relations entre le monde réel et les idées poursuites par le cerveau humain qui, après tout, n'est lui-même qu'un produit de ce monde réel. Si le génie de Hegel se montre partout dans son système, si à chaque page nous trouvons des vues grandioses et justes sur bien des questions posées par la science naturelle et par l'histoire de l'humanité, le système dans son ensemble ne pouvait que reproduire l'erreur qui lui servait de base. Il fut donc un colossal avortement, mais il est le dernier du genre. De plus, il renfermait dans son sein une contradiction interne incurable. Ça sera tout pour ce livre. Passons à l'avenir de l'humanité, pages 9 et 10. Une retenue justifiée. Existe-t-il des réponses post-métaphysiques à la question de la juste vie? Max Frisch fait dire au procureur, considérant Stiller, je cite, « Que fait l'homme du temps qui lui est donné de vivre ?» C'était une question dont j'avais à peine conscience, elle méritait simplement. Fin de citation. Frisch pose la question à l'indicatif. Le lecteur, pris par la réflexion et par souci pour lui-même, la comprend comme une question éthique. Je cite. « Que dois-je faire du temps que j'ai à vivre ?» Fin de citation. Pendant une assez longue période, les philosophes ont prétendu pouvoir y faire face avec des conseils appropriés. Mais désormais, après la métaphysique, la philosophie n'a plus la présomption de fournir à des questions qui ont trait au mode de vie personnel, voire collectif, des réponses qui auraient force d'obligation. Les Minima Moralia commencent sur une reprise mélancolique du gai savoir de Nietzsche, avec un aveu d'impuissance. Je cite. « Le triste savoir dont j'offre ici quelques fragments à mes amis concerne un domaine qui, pendant des lustres, a été tenu pour le domaine propre de la philosophie. La doctrine de la vie, telle qu'il faut la vivre. » Fin de citation. Entre-temps, comme le suggère Adorno, l'éthique est tombée au rang d'un triste savoir dans la mesure où, dans le meilleur des cas, elle ne permet plus que des notations éparses, retenues dans une forme aphoristique, des réflexions nées de la vie mutilée. Tant que la philosophie croyait encore avoir une vision assurée de la totalité de la nature et de l'histoire, elle disposait du cadre dans lequel on pouvait espérer que s'accorde la vie individuelle et celle des communautés. La structure du cosmos, la nature humaine, les étapes de l'histoire universelle
et de l'histoire sacrée dispensait des éléments empreints de normativité qui, à ce qu'il en paraissait, donnaient aussi des indications sur la vie qu'il fallait mener. La, je cite, vie qu'il fallait mener doit s'entendre ici avec un sens d'exemplarité attaché à un modèle digne d'être imité, tant par les individus que par la communauté politique. De la même manière que les grandes religions présentent la vie de leurs fondateurs comme la voie du salut, la métaphysique offrait ces modèles de vie. En fait, un modèle pour le petit nombre et un autre pour le plus grand nombre. Les doctrines de la vie bonne et de la juste société juste. L'éthique et la politique formaient encore un tout, mais la transformation sociale s'accélérait. La durée de validité de ces modèles de vie éthique s'est faite de plus en plus courte, qu'ils aient été inspirés par la police grecque, par les ordres de la Societas Civilis médiévale, par l'individu universel des cités de la Renaissance ou encore, comme chez Hegel, par l'ensemble constitué de la famille, de la société bourgeoise et de la monarchie constitutionnelle. Je me suis mis après la page numéro 12, le devoir pour soi ou pour le commun. Telle est la question. On constate donc par là même que la philosophie pratique d'aujourd'hui ne renonce pas à toute considération normative, mais elle se cantonne en gros dans les questions de justice. Elle a pour souci, en particulier, de tirer au clair le point de vue moral à partir duquel nous ne cessons d'évaluer les normes et les actions lorsqu'il s'agit d'établir ce qui est dans l'égal intérêt de chacun et ce qui est également bon pour tous. De prime abord, la théorie morale et l'éthique semblent préoccupées par la même question. Que dois-je faire ? Que devons-nous faire ? Seulement, devoir n'a plus le même sens lorsque nous nous interrogeons sur les droits et les devoirs que nous nous imputons à tous réciproquement du point de vue de la première personne du pluriel et lorsque, soucieux de notre propre vie, nous adoptons le point de vue de la première personne du singulier pour nous demander ce que, tout bien pesé, il vaut mieux faire sur le long terme, pour moi ou pour nous. Ces questions éthiques, en effet, à propos de notre propre sort, se posent dans le contexte d'une biographie déterminée ou d'une forme de vie particulière. Elles sont intimement liées à des questions d'identité relatives à la manière dont nous devons nous comprendre nous-mêmes, à ce que nous sommes et à ce que nous voulons être. Il est évident qu'elles ne peuvent pas recevoir la réponse indépendante du contexte dans lequel elles se posent, et donc de réponse universelle ayant pour tous une force égale d'obligation. Il n'y a pas de réponse et de comportement à avoir où tout le monde devrait suivre la même ligne. Nous sommes fort différents. Elle pose le principe aussi de si on était issus du même esprit, pourquoi tant d'opposition ? Où y a-t-il tentation après dans ce monde même ? C'est la raison pour laquelle les théories de la justice et de la morale suivent désormais leur propre chemin, différent en tout cas de celui de l'éthique, du moins en tant que nous la comprenons dans le sens classique comme doctrine de la vie que l'on doit vivre. Adopter le point de vue moral, c'est faire abstraction de ces images que nous livrent les grandes narrations métaphysiques ou religieuses et qui exemplifient ce qu'est une vie réussie ou qui a échappé à l'échec. Alors, donc celui-là je le garde de côté, on reviendra dessus après. Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme, va nous dire sur ce bien collectif. On sort de « je suis » quelque part, pour « nous sommes ». Car ce que nous entendons ordinairement par vouloir, c'est une décision consciente, et qui est pour la plupart d'entre nous postérieure à ce qu'il s'est fait lui-même. Je peux vouloir adhérer à un parti, écrire un livre, me marier. Tout cela n'est qu'une manifestation d'un choix plus originel, plus spontané que ce qu'on appelle volonté. Mais si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité de toute son existence. Donc une responsabilité totale. Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même,
Nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Il y a deux sens au mot subjectivisme, et nos adversaires jouent sur ces deux sens. Subjectivisme veut dire, d'une part, choix du sujet individuel par lui-même, et d'autre part, impossibilité pour l'homme de dépasser la subjectivité humaine. C'est le second sens qui est le sens profond de l'existentialisme. Quand nous disons que l'homme se choisit, nous entendons que chacun d'entre nous se choisit. Mais par là, nous voulons dire aussi qu'en se choisissant, il choisit tous les hommes. Par la politique qu'il va décider de mener, de la morale qui va s'appliquer, des vertus ou non dans lesquelles il va s'engager, il a décidé pour tous les hommes. Soit de nuire, soit de produire quelque chose de... Voyez-vous, un fruit qui n'est pas issu de l'épine. En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l'homme telle que nous estimons qu'il doit être. Choisir d'être ceci ou cela, c'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons. Car nous ne pouvons jamais choisir le mal. Ce que nous choisissons, c'est toujours le bien, et rien ne peut être bon pour nous sans l'être pour tous. Si l'existence, d'autre part, précède l'essence et que nous voulons exister en même temps que nous façonnons notre image, cette image est valable pour tous et pour notre époque tout entière. Je ne vais pas vous ressortir la référence aussi de... comment il s'appelle déjà ? Platon, avec les liens d'amitié. Est-ce que je dois faire du bien à quelqu'un qui fait du mal, qui nuit à la collectivité ? Malgré le fait que, pour ma part, il m'est bénéfique, en tout cas, voyez-vous, et j'ai intérêt, parce que l'amitié et le lien, il s'est créé, à ne pas le rompre, à ne pas le couper, mais je dois m'interroger. Est-ce que si j'ai quelqu'un dans mon cercle social qui m'est proche, que j'aide, pourquoi pas, voyez-vous, que j'assiste dans sa démarche, des fois même à nuire, ne suis-je pas tout autant coupable ? C'est encore une fois une question de morale, quand certains diront « Vous n'avez aucune morale à m'attribuer ». Bon, ne pas avoir de morale, c'est malheureusement déposséder de sa conscience. Il y a tellement de choses à revoir dans l'existentialisme de Sartre, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui pour ça. On s'attellera à la démarche une autre fois. En cavalier, on va parler de l'idée de race. Race, raciste, ça y est, t'es un facho. Calme-toi. Il n'est pas question de dire il y a des supérieurs, des inférieurs. Il est question de s'interroger sur des faits ou non, sur l'anthropologie, l'anthropobiologie, les horreurs aussi qui ont été commises, ce qu'il ne faut pas reproduire. Et surtout d'ailleurs, qu'est-ce que par exemple le barbare ? Celui qui est présenté en étranger. Là-dedans, il est dit que le barbare, c'est celui qui ne parle pas la langue. Et parler une langue, c'est participer à une culture. Donc, je vais vous inviter à la page 22, et puis après on ira à la page 28. Je bois juste une petite gorgée, on se rafraîchit le gosier. Et c'est parti. Alors, je sais plus ce que j'avais sélectionné sur ça. C'est sache que tu es un homme et non un dieu. Ok. Donc, son lot est un mélange de bonheur et de malheur. S'il y cherche à s'égaler aux dieux en faisant preuve de démesure, de lubris, il sort de l'humanité. Retenez bien parce que ça va s'attacher à la fois à l'appartenance à la civilisation, au groupe humain, et on peut l'appliquer au transhumanisme. Chercher la perfection, l'absolu, là où l'homme n'a plus de souffrance, plus de malheur, et que dans des hauts, il n'y a plus de hauts, de bas, c'est que des ébats, c'est que de la jouissance, entre guillemets, il y a un problème. C'est que là, il s'est vraiment pris pour Dieu. D'ailleurs, il veut même s'affranchir de son besoin, et de sa faiblesse même d'être humain, d'être dans le défaut, d'être dans l'erreur, dans le péché. Se couper même d'ailleurs des générations précédentes, qui par leur erreur, par leur mauvais croisement ont emmené des tares.
Son lot est un mélange de bonheur et de malheur. Donc s'il cherche à s'égaler aux dieux en faisant preuve de démesure lubris, il sort de l'humanité, c'est-à-dire de la condition humaine. De même, aussi, s'il ne respecte pas les valeurs, notamment la justice, d'Iké, donnée par Zeus, qui fait de lui un homme et non plus un simple animal, dans nombre de mythes de métamorphose, l'homme peut en effet se muer en animal, transformation qui donne à voir une attitude de régression en deçà de l'humain. Cette sagesse s'incarne dans les principes delphiques. Je cite « Connais-toi toi-même ». Fin de citation. Pour apprendre à se connaître, user du langage, entrer dans les formations et voyager, voir au-delà que de son petit bout de terre. Et c'est-à-dire également, je cite, « Sache que tu es un homme et non un dieu ». Tu peux juger l'autre. Tu peux, pourquoi pas, jeter des pierres. Mais n'oublie pas que demain, justice et justesse sera fait sur toi aussi. Et Médène Hagan, rien de trop. Donc sache que tu es un homme et non un dieu. Il faut comprendre qui nous sommes. Parce qu'on a l'impression que dans ce 21e siècle, s'intéresser à son passé, à ces groupes humains, à la civilisation même, c'est quelque chose d'archaïque. La nature humaine n'est plus intéressante. Plongeons, voyez-vous, dans ce bain qui mènera dans ce tunnel des abysses. Ça glisse fort, hein, en plus. Page 28. Là, c'est... Voilà, c'est ici que je voulais. Plusieurs éléments du livre 2 vont dans ce sens. La relativité du terme barbare, affirmée en 2, donc c'est des références, au IIe siècle, sous le règne du pharaon Nékos, je cite, « Les Égyptiens appellent barbares tous ceux qui n'ont pas la même langue qu'eux-mêmes. Parmi les barbares, les Égyptiens comptent aussi les Grecs. Et pour les Grecs, c'est pareil, se trouvent des barbares, ceux qui ne parlent pas leur langue, jusqu'à après on voit qu'il y ait Xerxès et que par les Perses, les Prussiens, etc., c'est une connotation négative. Le barbare, celui, voyez-vous, qui n'est pas civilisé, qui est prêt à faire preuve d'atrocité, à massacrer. Donc qui manque d'éducation, de grandeur. On pourra revenir sur ce livre plus tard. L'âge culturel. Avant ça, donc, se remettre dans l'idée des races. Dans le socle aujourd'hui de parler d'identité, de culture, d'un certain climat, si je puis dire, ne doit surtout pas nous produire l'échec de la race des orphelins, avec Himmler et ses Lebensborn programme. Il rêvait, voyez-vous, de créer une race parfaite, se prenant pour un roi, et comme je l'ai déjà inscrit, sa reine, la pouponnière, est tombée en échec. Ni plus ni moins. C'est fini. Elle est sortie du jeu, le voilà pris au piège dans l'angle, et ça mène à la race des orphelins, où on a des témoignages d'enfants, voyez-vous, qui en plus sont nommés, mais voyez-vous, c'est comme si c'était des productions industrielles. On rentre vraiment dans la procréatique, et dans l'idée d'une sélection où tout rentre en compte. Pas de maladie, les mensurations sont effectuées, couleur des yeux, des cheveux, les ascendants, comment ils sont, etc. Rien n'est laissé au hasard. Les croisements sont orchestrés. C'est l'horreur. Je vous en avais déjà parlé. C'est donc Hildegard Müller, et qui ne voudra plus porter ce nom par la suite, et qui nous disait que Himmler et Hitler, voyez-vous, les HH, elle en avait horreur, au point que même elle, pour Hildegard, c'était trop, vous voyez. Et dedans, elle revenait sur l'atrocité, hein, de ces endroits où même des enfants, je crois que c'était d'Ukraine, d'Europe de l'Est, étaient enlevés parce qu'il n'y avait pas assez de production entre les SS et celles qui avaient été sélectionnées comme étant de race pure, aryenne, et qui devaient absolument repeupler, justement. Et elle dit ça, elle dit, il y a cette dimension de produire la mort pour créer la vie. D'infliger la mort à certains parce qu'apparemment ils ne sont pas dignes de vivre, et de l'autre côté, eux, ils se sentent illégitimes de vivre. Alors pourtant, ils ont été produits pour ça. Vous voyez, c'est vraiment l'horreur de cette situation.
et ils se sentent coupables. Ils se disent, en fait, moi, on m'a mis au monde pour justement permettre l'assassinat des autres, le massacre. Et l'eugénisme, c'est ça. Le transhumanisme, ça revient au même. Ceux qui seront créés demain parfaits, on va en reparler après, par les modifications génétiques, depuis l'embryon même, avec la sélection, on en aura écarté certains parce qu'ils ne correspondent pas aux règles établies, aux normes que les parents veulent parce que ça fait partie d'un projet. Tu as le projet immobilier, tu as le projet d'une carrière, voilà maintenant le projet parental. Je veux un enfant. Oui, c'est mon droit. Je veux. Des caprices. Et c'est pas juste, c'est j'exige même l'insolence. Je veux qu'il soit parfait, qu'il y ait un contrôle. Qu'au moindre défaut qui puisse être comme ça diagnostiqué, vous veniez à l'éradiquer. L'horreur. Donc, vous ne m'entendrez jamais dire qu'il faut sacrifier certains peuples, qu'il est légitime de tuer les autres pour, voyez-vous, repeupler ou autre. Non. Je suis dans une droiture sur ma ligne, sur ce que j'ai dit, ce que je vous propose. Alors, maintenant, penchons-nous. Oui, c'est l'un des seuls livres où je vais devoir reprendre d'ailleurs les annotations, parce que là, j'avais noté que les pages qui m'intéressent. Or, habituellement, je fais plutôt la reproduction. Oui, avec pourquoi pas des ajouts. Ça prend plus de temps, mais c'est efficace. Comme là, par exemple, celui-ci, c'est un livre emprunté. Au moins, quand je ne l'ai plus en main, il me reste encore mes annotations pour les recouper. Bref, pour certains, ça ne va pas les intéresser. Notre âge culturel. Plusieurs passages. Allons d'abord à la page numéro 15. Puis après, on ira à la page 20. Toutes les choses vivantes obéissent à une loi organique de croissance et de décrépitude, y compris les êtres humains. Selon l'énigme du Sphinx, nous marchons sur 4 pattes le matin, sur 2 pattes à midi, et si nous vivons suffisamment longtemps, sur 3 pattes le soir. Alors, certains y verront une canne, d'autres y verront la relation humaine. Comme Blanche Trèbe dirait, c'est par la faiblesse qu'on se ramène à la solidarité. Et dans nos anciens ou ceux qui sont dans un handicap. Tout fier d'avoir trouvé la réponse, Oedipe découvre pourtant, sitôt entré dans Thèbes, que l'histoire ne s'arrête pas là, tant s'en faut, car l'histoire commence avant la naissance et continue après la mort. En d'autres termes, à la différence des autres choses vivantes, Anthropos est né dans des mondes créés par l'homme, dont le passé et l'avenir transcendent l'empan d'une vie individuelle. Ces mondes, que les Grecs nomment polis ou polis, sont fondés sur une mémoire institutionnelle et culturelle, qui donne à leurs habitants un âge historique, lequel est d'une toute autre nature que l'âge biologique. C'est pour ça que, quand on exerce un métier, par exemple, on obtient un âge historique. C'est l'héritage du passé qui nous emmène à avoir des mécaniques, à simplifier la tâche dans ce qu'on fait, à connaître, à savoir s'exprimer, à mettre un mot sur ses sentiments, ses émotions, sur ce que l'on ambitionne, ce que l'on peut rébuter et mettre de côté. Et c'est ça, le langage que l'on vient à avoir par Anthropos, c'est donc la conception historique, qui même après notre mort, nous laisse en vie, même dans ce monde. Parce que les idées qu'on aura propagées, enfin en tout cas ceux qui sont attelés à la démarche, auront été répandues et viendront à être répétées, voire déformées par la suite, enrichies. En fait, comme je vous disais, un livre, une analyse, peu importe ce qu'on peut faire, c'est toujours issu de notre environnement. On a pris des bribes ici, tac, on en a fait un assemblage, on l'a mis à notre façon, à notre sauce, on l'a bien assaisonné peut-être, mais ça n'en relève pas moins que, en fait, rien n'est issu de nous-mêmes. Et c'est un hérissage. Mais ce que nous, on va laisser, qu'on a enrichi ou non, viendra avoir des répercussions dans le futur. Donc on sera encore en vie. Notre concept sera encore en vie. Dans une famille, c'est pareil. Les histoires que l'on transmet. Grand-père se comportait comme ça, ou encore grand-mère avait cette capacité à faire, voyez-vous, des bons plats, ou avait ses remèdes encore. On se souvient des balades.
pourquoi pas des sermons aussi qui étaient professés. Donc, les personnages, si je puis dire ça comme ça, non publics, même de la sphère privée, continuent à vivre après leur mort, rien que par leurs enfants s'ils ont une descendance. Ou, s'ils n'en ont pas, par ceux qui les ont rencontrés, des amis ou autres. Dans la mesure où aucun être humain ne vit en dehors de ces mondes, avec leur héritage et leur tradition, on peut dire que les êtres humains sont par nature hétérochroniques, du point de vue de l'âge, qu'ils ont différents âges. Donc, différents âges. Un âge biologique, un âge historique, un âge institutionnel, un âge psychologique. Nous allons observer progressivement comment ces différents âges interfèrent chez les individus et dans les civilisations. Donc, les différents âges ne seront pas les mêmes non plus où on se situe sur la planète. Voilà pourquoi nous sommes redevables par rapport au passé. Et nous ne devons pas nous ouvrir à tout le monde n'importe comment en disant allez-y, venez comme vous êtes, avec le passé de vos ancêtres et imposez-vous chez nous. On fera fi de ce qui nous a été laissé. Non. Page 20. L'éternel retour est l'unique foi. Si le temps accouche de la vérité, comme le prétendait Heidegger, et si à son tour, comme je le prétends, la vérité est fonction de l'âge, alors ce qui est absolument vrai à une certaine époque de la vie ne le sera plus que relativement à une autre. Il y a bien longtemps, quand j'ai lu pour la première fois les vers qui ouvrent les 4 quatuors de T.S. Eliot, j'ai eu l'impression décisive de découvrir l'intemporelle vérité du temps lui-même. Le temps présent et le temps passé sont tous deux présents peut-être dans le temps futur, et le temps futur contenu dans le passé. Si tout temps est présent pendant l'éternité, tout temps est irrémissible. Ce qui aurait pu être est une abstraction, ce qui ne demeure un perpétuel possible que dans un monde de spéculation. Pour un jeune esprit, une vérité oraculaire menaçante résonne dans ces vers d'Eliot sur ce qui aurait pu être. Quelle pression énorme pèse sur nos épaules si l'on prend au sérieux la doctrine nietzschéenne de l'éternel retour des choses, selon laquelle nous sommes condamnés à répéter éternellement tous les moments de notre vie. Même chose si l'on prend Rilke au mot quand il écrit dans la 9e des élégies de Juno, je cite « Nous, les plus évanescents, chaque chose, rien qu'une, une fois pas plus, et nous aussi une fois, plus jamais. » L'un et l'autre phénomène, l'éternel retour et l'unique foi, se rejoignent car pour l'un comme pour l'autre, la réalité se consume dans le réel et seulement dans le réel. Alors je me suis mis après la fin de la page 22. Les âges de mon corps. Les inflexions de l'âge humain sont encore autrement complexes. Si je dis que j'ai 60 ans, qu'est-ce que cela veut dire au juste ? Qu'est ou qui est-ce je ? Qui est ce je ? Est-ce un corps, un esprit, une âme ou un agrégat des trois ? À supposer qu'il ne s'agisse que d'un corps, nous n'avons toujours pas affaire à une simple addition d'années. Mon corps a tout ensemble 60 ans et plusieurs milliards d'années, puisque tous ces atomes remontent à quelques secondes après le Big Bang et sont donc aussi vieux que l'univers lui-même. De plus, toutes les parties d'un corps n'ont pas le même âge. L'âge d'un cœur malade n'est pas le même que celui d'un rein sain. Au fil des ans, on peut voir vieillir une certaine partie du corps et rester jeune une autre. Comme le note le héros du roman de John Banville, Imposture, parlant de ses voisins, je cite « Je remarque leurs jambes étonnamment fines. Elles vieillissent à partir du haut car ces jambes sont sans doute celles de leurs 20 ans, voire avant. » Fin de citation. En somme, le corps, lui aussi, est hétérochronique. Mon corps contient un cerveau. Mon esprit a-t-il le même âge que mon cerveau ? Certainement pas, car à la différence du cerveau, l'esprit est lié par filiation et héritage à d'autres esprits passés et présents. Donc, le langage. Et encore une fois, je ne parle pas que du langage français, arabe, anglais, asiatique, ce que l'on veut. Je parle d'un langage, vous voyez, comme dans un métier. Quand on vient l'exercer, d'un coup, on a des acronymes, des sigles, on a des pratiques
qui vont s'exprimer par un langage. Alors, dans le côté philosophique, métaphysique, spirituel, peu importe le nom que l'on veut y attribuer, et les courants qui existent, puisqu'il y a toute une variété que l'on peut obtenir, il y a des langages. Et là, aujourd'hui même, ce que je fais dans l'exercice de prendre position contre le transhumanisme et de ramener par le recoupage de ces livres, et par quelques petits ajouts, quand je le peux, à mon humble niveau, ramène à ça, à créer une forme de langage sur cette thématique. Dans l'un de ses poèmes, Une prière pour ma fille, William Butler Yeats déclare, je cite, « Mon esprit, parce que les esprits que j'ai aimés, le genre de beauté qui m'a plu, sont peu florissants, a fini par se dessécher. Comme Yeats, j'ai aimé des esprits aussi vieux qu'Anaximandre et Platon. C'est pourquoi mon esprit, dont la pensée est habitée par la leur, a plus de 2000 ans. Ce qui ne nous dit pas si cela le rend plus jeune ou plus vieux que mon cerveau. Et du côté de l'âme, ou de ce à quoi l'on donnait ce nom avant son rétrécissement, puis sa disparition de la scène de l'histoire, je suis au moins aussi vieux que Moïse, Homère et Dante, dont l'héritage façonne en partie mon identité psychique. Et si jamais je suis réduit à sonder les profondeurs de mon inconscient, je découvrirai probablement que je suis également aussi vieux que les archétypes de la mythologie préhistorique. Alors on va se rendre à la page numéro 34. Et après, nous passerons sur l'identité réellement attachée ou non à des regroupements. 34, j'avais mis néothénie. Quel est l'âge exact de l'espèce humaine ? En posant cette question, je ne me demande pas depuis combien de temps Homo sapiens arbore son allure actuelle. La chronologie de l'hominisation exerce certes sur nous une fascination particulière, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la différence d'âge entre les humains et leurs ancêtres primates. C'est l'anatomie de cette différence d'âge que je voudrais observer. Théorie de la récapitulation. Nous qui sommes devenus cette créature effrayante décrite par l'Ode à Homère de Sophocle, nous qui, par notre intelligence, nous sommes presque affranchis du règne animal, sommes devenus l'espèce terrestre la plus avancée en dépassant les stades adultes atteints par nos ancêtres dans notre lointain passé phylogénétique. Tout le monde, ou peu, s'en fout, le croyait après la fameuse théorie de la récapitulation d'Ernest Haeckel au XIXe siècle. La phrase choc du biologiste allemand nous est encore familière. Je cite « L'ontogenèse récapitule la phylogenèse ». Fin de citation. Il entendait par là que les individus au stade fœtal de leur développement répètent les différentes étapes de l'évolution de leur espèce ou repassent à travers elle. Ainsi, on observe temporairement chez l'embryon humain des fentes en forme de branchies et vestiges du poisson adulte. Nous nous dérivons très lointainement. De même, ses pieds palmés et l'amorce d'une queue sont les vestiges d'une ascendance qui remonte à nos ancêtres amphibiens et aux mammifères primitifs. Selon Haeckel, les êtres humains ont évolué jusqu'à leur apparence actuelle selon un processus d'adaptation bâti sur des étapes morphologiques antérieures. En d'autres termes, l'embryon humain, dans son développement ontogénétique, commence par récapituler, puis surpasse les formes adultes ancestrales de l'histoire de son évolution. Alors, est-ce que dans la multiplication cellulaire de l'embryon au fœtus, du fœtus au bébé et ainsi de suite, on passe par autant de cycles et on récapitule ce qui a existé parmi les autres espèces et les autres variétés d'animaux entre guillemets? Donc est-ce que Dieu, dans sa puissance, quand il a fait Adam, Ève, et surtout qu'il a permis après la procréation, il a mis comme des items, comme des références à toutes ces créations dans l'homme même? En gros, c'est de ça dont il est question. Bon, eux, ils le veulent du point de vue évolutionniste. L'homme, en fait, découlerait, vous voyez, poisson, enfin, un peu comme on avait dans un épisode de South Park, le poisson qui sort, qui devient une sorte de lézard, à moitié du lézard, après il se transforme. Voilà, ça c'est leur idée. Pour ma part, je vois ça différemment. Si c'est vrai, je vous avoue que là j'ai pas eu le temps de vérifier sur la vision de l'embryon, du fœtus et de ce qui est déclaré comme tel.
J'y verrai plutôt à ce moment-là, encore une fois, la grandeur de notre Créateur, de Dieu Tout-Puissant, Eli Eloi, de, justement, dans l'homme, mettre une référence à tout ce qui existe. Et c'est sa finalité. C'est pour ça, l'homme est fait à l'image de Dieu. C'est bien ce qui est inscrit dans... Donc l'homme possède en fait, limite, toutes les créations de Dieu. Et dans ses cycles. Mais il sera toujours inférieur à Dieu, bien évidemment. Mais il a une part comme ça. Peut-être que, par exemple, pour le langage, c'est une part, vous voyez, de ce qu'à l'origine, le verbe même. On a droit à une partie. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même ça qui nous permet de créer un imaginaire et d'être justement nous-mêmes créateurs de choses. On n'est pas là à créer de rien, on transforme. C'est vrai. Pour être puissante, cette théorie de la récapitulation appliquée à l'évolution de l'homme, théorie qui, sous une forme différente, connaît aujourd'hui un vif regain, n'en avait pas moins un point faible contraire à son postulat, l'évidence morphologique. En 1920, l'anatomiste néerlandais Louis Bolk énuméra plus de 20 caractéristiques que les adultes humains partagent avec de jeunes primates et divers embryons mammifères. Ainsi, notre crâne rond et bulbeux ressemble à celui des jeunes ou des fœtus de grands singes, plus qu'à celui des mêmes grands singes adultes. De même, notre visage ressemble étrangement à celui des jeunes primates et non pas à celui de leurs parents. Chez les grands singes, encore jeunes, le visage est encore assez droit, mais chez les adultes, il commence à se projeter vers l'extérieur selon le processus de l'allométrie positive. Après, ça continue. Je vais vous emmener à la page 66 et on basculera sur un autre ouvrage. Donc ceux qui le veulent, c'est vraiment très bien écrit. Waouh! C'est passionnant. Mais pour ne pas nous laisser emporter par le récit de l'enfant, ni nous agenouiller devant l'autel de la jeunesse, il faut rappeler que le cœur d'Antigone avait à dire sur l'esprit juvénile d'Anthropos que malgré sa capacité de s'émerveiller, malgré toute son ouverture à l'étrangeté des choses, malgré toute son habileté ingénieuse à manipuler les forces de la nature, à inventer de nouveaux gadgets, de nouveaux objets, il subsiste dans l'homme une étrange impatience autodestructrice qui peut aussi bien tirer le meilleur de lui-même qu'engendrer le désastre. Le simple fait que le cœur soit composé de vieillards thébains devrait nous rappeler que si l'espèce humaine a survécu, ce n'est pas grâce à ses enfants. C'est grâce à ses parents, ses professeurs, ses dirigeants et ses sages. Les structures de base de la société humaine compensent l'extravagante dépendance à l'égard des autres, qui est la nôtre pendant l'enfance. C'est ainsi que des adultes de l'espèce paient chèrement le luxe de notre jeunesse prolongée et la folie de nos mésaventures. S'il est vrai que l'enfant est le père de l'homme, c'est que l'enfant oblige l'homme à devenir père, c'est-à-dire à s'élever à un degré de maturité sociale, politique et morale inouï dans le domaine animal. Dans les 2 prochains chapitres, nous nous attarderons davantage sur le génie et la sagesse qui définissent les sociétés humaines et engendrent chacun à sa manière l'histoire culturelle de notre espèce. Sagesse et génie, ça sera pour une prochaine fois, en tout cas pour ce livre, que l'on s'arrêter à la page 66. Et je vous propose de passer sur cette archive. Une archive que j'ai récupérée en bibliothèque. Je ne partage pas toutes ses visions. Ses prises de position peuvent être des fois scandaleuses, comme quand il s'exprime sur des êtres inférieurs, entre guillemets, ou encore quand il parle de consanguinité, je trouve ça vraiment désolant. Par contre, il y a des choses qui m'intéressent. Et je vous propose d'aller à la page numéro 9. Hop là. Et de voir ce qu'est l'anthropobiologie. Donc vous connaissez l'anthropologie, voilà un nouveau terme pour certains. C'est une science de synthèse, son nom l'indique déjà. C'est une science nouvelle qui s'occupe de la vie des vivants et emprunte quelque chose à beaucoup d'autres sciences. Histoire, géographie, géologie,
philologie, biologie végétale, hérédité, généalogie, mathématiques, biologie animale, pathologie et même législation, pour finir par la psychologie. Mais elle a une individualité propre par son objet à la fois très limité et très vaste, les races humaines vivantes, et par ses nombreuses applications à tout ce qui concerne ces mêmes races, depuis leur formation jusqu'à leur déclin, sans rien oublier autant que faire se peut de leurs conditions de vie. Elle repose entièrement sur la trilogie histoire, biologie, psychologie, comme la définition même de la race résultat. C'est là où on en vient. La race résultat, il va nous la décrire, et ça nous amènera à voir que oui, nous avons tout intérêt à ne pas entrer dans un métissage forcé, accéléré, hors de nature. Qui est des métissages, de temps en temps des croisements, même lui, il est favorable. Il dit juste qu'on doit les limiter. Et qu'on doit ou non prendre des sujets, voyez-vous, et que c'est pareil, de notre peuple, il doit y avoir la possibilité que des hommes ou des femmes puissent aller se croiser avec d'autres. Il nous parle donc d'une race résultat issue d'à peu près 5000 ans d'histoire. Il dit entre 3000 et 5000 ans, c'est là que vraiment on obtient une race résultat, et par exemple que l'on a des Français, ou encore que l'on a par exemple des Marocains, ou que l'on peut obtenir ces Maliens. C'est des exemples, on pourra en prendre d'autres, des Chinois également. À cette époque-là, il faut voir qu'en France, il y a un racisme contre les Noirs qui peut exister, qui nomme nègres, etc. Et également, vous appuyé contre ce qu'ils disent des Asiates, les asiatisés, et tout ça va être lié après au groupe sanguin. Il y a le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, il y a le AB, qui est l'intermédiaire souvent issu de croisement, et le groupe sanguin O. Et pour lui, contrairement à ce qui est établi par bien d'autres, les peaux rouges, donc ceux qu'on retrouve par exemple en Amérique du Nord, les Amérindiens, sont en fait la classe humaine, la race la plus évoluée. Les peaux rouges sont de la race la plus évoluée, avec les Esquimaux également, parce que ces gens-là ressortent majoritairement de sang O et de sang A. Et derrière, ils n'ont pas, voyez-vous, des problèmes de santé. Parce qu'il dit une chose. Je ne vais pas essayer de trop m'égarer, mais je vais essayer de vous emmener à ça, parce que je le présenterai après sur Odyssée pour ne pas être censuré. Que, en faisant des croisements, on a malheureusement créé des tares, et petit à petit, on a engendré des dégénérés. Des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale et faire des crimes, des délinquances, ne pas avoir d'attention dans le temps. Donc impossible pour eux d'être formés, même si ils y mettent toute leur bienveillance, toute leur énergie possible, ils seront toujours distraits. Parce qu'en fait, ils ont des problèmes ou non dans la génétique. Et donc il dit la race résultat, vient un moment où on a besoin de faire des croisements quand même pour obtenir ce qu'il y a de meilleur chez les autres, et eux, pareil, voyez-vous, ils doivent tendre à ça. Et il dit donc, on appelle race résultat l'ensemble d'une population dont les caractères psychologiques latents ou manifestes, la langue en particulier, et les traits anthropobiologiques constituent dans le temps, donc dans l'histoire, une unité distincte. Donc il ramène à la philosophie dont nous avons parlé, du barbare qui est étranger, qui ne parle pas la langue, jusqu'à Xerxès, celui qui est dénué de pensée, qui petit à petit a une conscience restreinte, donc peut faire des crimes, voyez-vous, de la voyoucratie, tout ce qu'il en est, en tout cas ça donnait à ce genre de pratique. Et le côté donc de la race résultat, c'est un groupe humain compact, en l'occurrence imaginez les Français, qui vont perdurer, se reproduire, et on va voir qu'en fait les lignées familiales vont porter une histoire, un héritage, ne vont pas être bâtardisées. Comme on pourrait parler pour des races d'animaux, vous avez des races, vous les voyez pures, et qui sont aptes justement à des apprentissages, et d'ailleurs qui vont peut-être pour, par exemple les chiens, un beau pelage, une belle musculature. On voit bien que le museau, vous voyez, il est issu d'une race. C'est pas un bâtard avec des maladies, des problèmes, non. Et là, c'est cette idée. Et donc il n'y a pas seulement la race des Français ou autres. D'ailleurs, il ne parle même pas en termes de race blanc, même s'il va aborder le sujet. Et les blancs,
les Arabes soient inclus dedans. C'est beau de dire les Blancs occidentaux, les colons, les racistes, à ces époques-là, là, 1920-1940, dans les Blancs, les Arabes sont conclus dedans. Ils sont inclus, c'est comme ça. Et ils apprécient peut-être ou non l'éloge. Donc on a vu cette partie-là. Je vais vous emmener après à la page 26. Page 26, je me suis mis, ne sachant pas d'où il vient. Les forces qu'on ne voit pas, les seules vraies, l'instinct de la vie, de la conservation de la race, de la transmission de la vie, du maintien du groupe racial d'origine, la puissance et la permanence de l'hérédité, le sens des généalogies, le danger des croisements inconsidérés, le conflit des sangs et le choc des hérédités, toutes les forces non physiques que recèle la vie sous tous ses aspects. Végétaux, animaux, la longue patience des arbres, aussi bien que le génie lumineux de quelques hommes depuis des millénaires sans nombre, toutes ces forces inconnues qui sont plus pour l'homme que sa constitution cellulaire, qui sont des forces de durée, d'équilibre, de beauté, d'action, qui nous animent et qui sont la vie, même que nous ne saurions analyser à l'aide d'aucun de nos appareils. Toutes ces forces que nous avons négligées, oubliées, refoulées haut, comprimées, que nous avons cru anéanties, toute cette vie secrète qui est la vraie vie, toute cette vérité, il faut y revenir aujourd'hui. Et comme je l'ai dit dans mon cours, nous voilà revenus à la lettre A, uniquement par notre faute. Donc la lettre A, groupe sanguin. Ce qui est incroyable, c'est que les politiques actuelles veulent vraiment s'attaquer à ceux qui se disent de souche. Mélenchon, par exemple, a dit « Quand j'étais petit, 1 Français sur 10 avait un grand-parent d'origine étrangère. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. » Mélenchon, il n'a pas 100 ans. Il a à peu près 70 ans. Donc, il y a 50 ans, en France, le peuple français de souche, 1 Français sur 10 avait un ancêtre qui était étranger. Et quand on dit étranger, il pouvait être italien, espagnol, portugais, ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Parce qu'il y a eu des vagues migratoires orchestrées par certains qui veulent justement s'attaquer au peuple français. Soit on y voit une race, soit on y voit un peuple, libre à chacun de choisir. En tout cas, il y avait des traditions en place, des familles, des Dupont, des Martin, etc. D'ailleurs, on pourra revenir dessus, qui aujourd'hui deviennent des Mboulé, je vais inventer des noms, voyez-vous, des Escher, des Mayer. Ça déjà, il y a eu cette transition dans les années 40-50. Puis aujourd'hui, bon, c'est des Ngalo, Mangolo, voilà. Ça n'a plus de sens avec le rapport de la France. Dans leur pays d'origine, libre à eux de s'appeler comme ça. Ils méritent, ils ont peut-être une belle lignée, ils sont peut-être, voyez-vous, une famille performante, avec des beaux traits physiques, une intelligence également qui peut rayonner. Mais en fait, ils ne seront pas français. Ils pourront être présents une génération, 10 générations. Ils feront tâche sur le territoire. Et l'histoire, comme elle a toujours fait, malgré les meurtres, malgré, voyez-vous, la perte, la dénatalité, ce genre de choses, si on est sur une race, comme il était décrit de plus de 3000 ans, 5000 ans, en tout cas bien compacte au niveau de l'Europe, on ne peut pas être changé comme ça. Il y aura des croisements, des altérations, mais on reviendra à être ce que nous sommes par essence. Et donc à nous intéresser à notre vraie vie, c'est-à-dire au maintien de notre groupe d'origine, à la puissance. La lettre A, donc, c'est la connaissance de tous nos ancêtres, avec jadis, à tout le moins, la fierté d'être dans leur descendance. On comprend aisément que les Français de 1940 ne soient pas fiers de lui. Mais en 1939, l'imbécile l'était encore et ne voyait même pas qu'il avait creusé sa propre tombe, ne sachant pas d'où il vient. Il ne sait plus où il va. Il ne sait même plus qui il est, à force de mélange indécent. Aujourd'hui, interrogez les gens. Même vous, peut-être, questionnez-vous. Est-ce que vous avez connaissance de vos ancêtres? En dehors de la bien-pensance aujourd'hui qui est déployée à tout va parce que tu n'as pas le droit de te revendiquer de souche, d'être fier d'être français, de brandir ton drapeau, tout ça,
Ils t'en l'ont retiré. Parce qu'ils veulent que tu sois un peuple bâtardisé, métissé. Et quand je dis bâtardisé, c'est pas une insulte. Parce que c'est autant décevant pour nous que pour ceux qui arrivent, les nouveaux occupants. Eux, certes, sur le moment, ils ne comprennent pas vraiment de quoi il est question. Mais dans 1 ou 2 générations, quand ils vont voir le désastre, parce qu'ils font ce qu'ils font chez nous, ça se fera chez eux. Quand ils vont observer qu'il y a un déracinement total, vous croyez qu'ils vont réagir comment? Les nouvelles générations, ils ne savent pas vraiment qui ils sont, ni même où ils vont. Et cela lui semble de nul intérêt. Il vaut mieux qu'ils disparaissent. Ce n'est pas avec cet être sans race que nous referons la nôtre. La race résultat française peut encore être refaite. Il reste encore assez de bons éléments, mais il faut éliminer non seulement tous les éléments gangrénés, mais même ceux simplement suspects. Nous ne devons plus admettre aucun fruit véreux. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. On ne peut pas supprimer les êtres humains. Après, je comprends. Je peux comprendre, par contre, qu'en effet, quand tu vois que plus ça va, plus dans les blancs, par exemple, qui se reproduisent, ils font ça bizarrement. Et les croisements vont mener qu'à une ruine. Parce que ceux qui sont d'un peu plus haute qualité, malheureusement, ne viennent plus à rester dans cette race, dans ce groupe humain. Parce qu'on leur a vendu le métissage. On leur a formaté l'esprit pour qu'ils aillent voir ailleurs. Ils pensent que l'exotique amènera plus de plaisir, ce qui n'est pas du tout le cas. Et ce qui mène après à des mamans célibataires, mais qui ont des mômes, des rejetons, issus du métissage. Donc, ces femmes-là, elles ne sont plus dignes, voyez-vous, d'être de notre peuple. Comme je disais, elles ne seront que serpillères. Bonnes à essuyer, voyez-vous, ce qu'il y a de trop sur le sol, si je puis dire ça comme ça vulgairement. Page 212. Donc il y a plein d'autres choses, mais celui-ci, je vous ai dit, je vous le présenterai sur Odyssée. Ça, c'est cette période où on n'était pas attaché au veau d'or. Je vous avoue que je ne l'ai pas forcément vécu, même peut-être quand j'étais jeune à la rigueur. Mais aujourd'hui, il y a vraiment cette idée de toujours avoir du confort, de posséder plus. Oui. Il dit, au bout de 10 ans de mariage, elle avait 5 enfants, tant de garçons que filles. Tout cela vivait avec le chétif bénéfice de mon grand-père et se portait à merveille. On dînait 7 avec 3 harengs, mais on avait le pain et le vin à discrétion, car mon grand-père avait une vigne qui était une source intarissable de vin blanc. Tous ses enfants étaient utilisés par ma grand-mère selon leur âge et leur force. L'aîné, qui était mon père, s'appelait Gaspard. Il lavait la vaisselle et allait à la boucherie. Il n'y avait pas de caniche dans la ville mieux apprivoisée que lui. Le cadet balayait la chambre, le 3e tenait le 4e sur ses bras et le 5e se roulait dans son berceau. Pendant ce temps-là, ma grand-mère allait à l'église ou causait chez la voisine. Au demeurant, tout allait bien. On n'arrivait qu'à un cas, sans faire de dette jusqu'au bout de l'année. Les garçons étaient forts, les filles n'étaient pas mal, et le père et la mère étaient heureux. Mon oncle Benjamin était domicilié chez sa sœur. Il avait 5 pieds et 10 pouces. On se mettait au ménage pour avoir des enfants et on joignait quand même les 2 bouts parce qu'on savait se contenter d'un ordinaire modeste et que l'on était heureux. Le culte du veau d'or n'avait pas encore affaibli le goût de la vie, car c'est bien perdre goût à la vie que de n'avoir qu'une descendance excessivement restreinte et de n'avoir aucun souci de la perpétuité plutôt, de sa race, non plus que de sa qualité physique. L'auteur nous dit que les garçons étaient forts et les filles pas mal. Quant aux qualités morales, elles marchaient de pair, car l'appétit du lucre ne poussait pas aux mauvaises actions, même si le code ne les atteint pas. Se contenter du nécessaire. Ce qui permet de ne pas calculer, voyez-vous, combien d'enfants vont être faits. Après, je ramènerai tout de même à cette notion de responsabilité. Tu fais tes enfants,
Il faut les assumer. Ce n'est pas en faire un maximum pour les laisser dans la rue à vaquer. C'est mettre comme ça une organisation, leur apprendre à se satisfaire de ce que tu pourras leur proposer, à mettre un cadre de vie, à leur expliquer que c'est pas que du plaisir la vie, il y a des tâches aussi. Donc il y a la vaisselle, mettre la table. Ce qu'aujourd'hui les enfants rechignent ou ce que les machines du veau d'or en l'occurrence ont emmené à délaisser. Et donc les gamins ne font plus rien. Le ménage, c'est le robot qui passe dans la maison. La cuisine, la mère de famille ne s'attelle plus vraiment à faire des petits plats bien cuisinés, peaufinés. C'est, je te sors ça de la barquette, hop, au four, on sort ça, on coupe. Et la table, bon, il reste à la mettre. Et après, sinon, le reste, c'est machine à lave-vaisselle. L'enfant, il apprend où à se positionner, on va dire, dans les premiers pas de la société. À comprendre que tout n'arrive pas dans l'assiette, dans son bec, et toujours plus de plaisir, et au bout du smartphone, dès qu'il veut une info, elle est là, il n'y a même plus besoin de chercher dans le dictionnaire un mot. Quand il veut encore une fois quelque chose, c'est l'immédiateté. Ça devient des enfants capricieux, qui ne savent plus faire du tâtonnement, du recherche-action quelque part. Je ne vais pas renvoyer à Kurt Lewin, mais c'est à peu près ça. Il subit seulement. Et il va suivre une voie qui va lui être orientée. C'est-à-dire par là, il n'aura même pas conscience que les diverses marques qu'il voit face à lui appartiennent à un même groupe. Que les médias, voyez-vous, l'influencent d'une certaine manière, à gauche comme à droite. Il ne pourra plus vraiment avoir cet effort physique déjà dans un premier temps et, voyez-vous, comment je pourrais appeler ça ? Un autre effort, encore une fois, cérébral. La cérébralité ne sera pas là, il préfère lui plutôt la célébrité. Les choses, briller dans les lumières, quitte à faire n'importe quoi, à répéter, à produire, voyez-vous, de la médiocrité, c'est pas grave. C'est le règne du show, du buzz, de l'immédiateté, de la consommation. Et quand l'homme ne sait plus d'où il vient, ne comprend plus son appartenance à un groupe humain, fait n'importe quoi, n'arrive plus à se satisfaire de ce qui lui est déjà donné, il ne peut que se mener à l'hubris et de facto, de la démesure, aller droit vers son usure. C'est un système usurier, ni plus ni moins, qui les mènera à la ruine. Et personne ne pourra construire dessus ou bâtir, parce que génération après génération, ce n'est que ruine qui est là. Où sont les âmes ? Pourtant on le disait, science, ou en tout cas, voyez-vous, action, ce qui revient au même, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il n'y a plus d'âme, plus d'esprit, la conscience est évaporée. Oui, c'est l'histoire de cette casserole. À force de la faire bouillir, en même temps que la grenouille vient à cramer, son esprit s'est évaporé avec le liquide. Page 214. Pour connaître sa lignée familiale, au moins s'orienter. Il y avait un livre de raisons qui donnait à son possesseur les raisons qui avaient dicté les alliances. Il lui en montrait la source, la localisation, il lui indiquait les bons croisements en lui montrant le nombre, la qualité et le sort de ses descendants. Donc, un livre de raisons où tu pouvais t'intéresser à tes grands-parents, arrière-grands-parents, ou plus que ça encore, voir comment ils s'étaient rencontrés, à leur époque, quelles étaient les approches. Y avait-il le côté gentleman ? Il y avait comment ils géraient la famille, le foyer, la difficulté au nom du travail, quel labeur devait être fourni pour remplir une assiette, loin des disettes. Il nous dit également, cette généalogie était une démonstration permanente du danger des métissages mal choisis et de la force qu'acquérait la famille en s'accrochant au sol où elle s'était un jour fixée. Aussi voir les petites crapules ou non qui ont pu voir le jour dans la famille, ceux qui sont mal comportés, ceux qui sont devenus vagabonds, ou pire encore. On y voyait que la consanguinité, loin d'être un inconvénient, et c'est là où moi je viens à le condamner par contre, était un avantage lorsque toutes les branches de la famille étaient saines et que les alliances se pratiquaient toujours dans une aire territoriale relativement peu étendue, ou si très étendue peuplée par une population homogène. L'intrusion de l'asiatique ou du noir
n'était jamais un fait volontaire mais une aventure plus redoutée que recherchée. Toutes les familles dynastiques pratiquaient ces aventures, leur mariage ayant pour but des agrandissements de territoire et de puissance. Royaume français des croisades, Achéie féodal, mariage arabo-portugais, on y voyait aussi le nombre de décès et l'âge des décédés dans une branche donnée. L'écart rare d'infécondité, le succès dans la vie des divers membres de la famille, les dynasties professionnelles en étaient souvent une bonne démonstration. Alors, on nous dira quand même que les livres de raison n'ont nullement été remplacés par le livret de famille. Le livret de famille n'a strictement rien à voir. Si vous voulez plus de détails sur le livre de raison, je vous inviterai à faire une petite recherche sur Internet. Je l'ai effectué de mon côté. Ça englobe vraiment plein de choses. La façon de gérer l'économie, comment éduquer les enfants, les voyages qui ont été faits, les relations, il y a plein de choses. Allons maintenant à la page 217. Donc, vous comprenez l'ordre chronologique, j'espère que j'y mets. On passe de la compréhension, l'homme ou non dans la métaphysique, le post-métaphysique, d'accord ? L'homme dans l'état biologique, il a une histoire culturelle, une histoire également historique et biologique. S'inscrit donc dans un groupe humain, civilisationnel, qui lui-même a ses codes, langage et bien d'autres choses encore, croisement ou non. Et là, on voit l'importance de se découvrir soi et sa famille, de laisser un héritage, et comment faire maintenant pour donner les bons moyens, on va dire, aux gamins. Oui, parce que la jeunesse d'aujourd'hui est le monde de demain. Donc il faut leur enseigner les vertus, les éloigner des vices, faire attention qu'ils ne tombent pas, voyez-vous, dans les travers du malin. Il y a encore des exemples rares sans doute, mais vrais quand même. Un des moyens utilisés pour arriver à ce genre d'union, à la création d'une famille répondant à ses buts, il faut, et les églises sont d'accord avec moi, enseigner aux jeunes gens des deux sexes comment on devient un mari et comment on devient une femme. Enseignement qui doit comprendre la période des fiançailles. Les fiançailles, à cette période-là, tu n'as pas encore fait le coït. Donc tu découvres l'autre. Tu ne te précipites pas par désir, pulsion charnelle. Tu attends. Tu fais en sorte de regarder s'il y a une correspondance ou pas. Ou au contraire, si ça viendra à se séparer. Donc ne pas se souiller. Après, encore une fois, je partage des points de vue qui peuvent être religieux. J'ai pas forcément la vérité absolue, la science infuse ou ce genre de choses. Vous pouvez être en contradiction. Si pour vous, par exemple, coucher sans être marié, ce n'est pas se souiller, ça peut être votre liberté, mais à ce moment-là, inscrivez-moi et essayez d'apporter les arguments. Merci. C'est ce que j'ai essayé de réaliser en 1930, lorsque j'ai publié La vie sexuelle dans le mariage, qui a recueilli l'approbation des très élogieuse de la revue Apologétique, octobre 1932. La vie à deux ne peut pas être une improvisation. L'amour ne peut en être que la parure, chaleureuse, brillante, voire enivrante. Mais c'est une parure qui doit évoluer avec les années. L'amour tout court devient l'amour dévouement. Celui-là ne passe qu'avec la mort. Il accepte tous les devoirs, à la vie, à la mort. Car fonder une famille, c'est aussi l'acceptation de tous les devoirs. Ils sont nombreux et pénibles souvent, mais c'est ce second amour qui les transfigure. Or, qui a songé depuis 50 ans et plus à préparer les cœurs et les cerveaux à cette vie de famille? Seule l'Église l'a fait, mais peut-être plus par routine qu'avec une conviction ardente. Préparation insuffisante. Et aujourd'hui, on ne prépare plus les hommes et les femmes, ou en tout cas les garçons et les filles, à se rencontrer, à bâtir quelque chose de solide. L'amour, ça n'existe plus. Maintenant, c'est qu'une histoire de conte, entre guillemets. Vous voyez, c'est enseigné comme tel. Il est une intrusion des plus scandaleuses, celle d'intervenants sociaux, qui, au nom de la protection de ces jeunes gens, leur parlent de sexualité. Et là, ça y est, il n'y a plus de rencontres amoureuses, il n'y a plus tout ça. C'est dans le vif du sujet, ça aborde par le biais de la pornographie pour dire ça n'existe pas, mais par contre, on va vous montrer les tas de positions qui peuvent être effectuées, la façon de coucher avec les uns et les autres en étant protégés pour ne pas contracter d'MST, de maladies sexuellement transmissibles. Et ils en deviennent nuisibles en fait, ils ne protègent pas.
Fut une époque, il y avait à la fois la peur du regard de l'autre, il y avait aussi l'ambition de s'engager. Le conte de fées qui n'est pas que de l'histoire, voyez-vous, d'une fantaisie qui peut exister dans la réalité. Il y avait aussi la peur ou non de tomber malade. Bien d'autres choses. Il y avait à la fois une peur bénéfique, vous voyez, une sorte d'angoisse qui ramène en fait à augmenter dans... Vous voyez, c'est comme je disais, je crois que c'était créer des peurs pour justement y avoir des solutions et s'élever, développer une philosophie. Sans trop non plus, voyez-vous, plonger dans quelque chose qui pourrait terroriser et créer de l'inaction. T'es sur place, t'es tétanisé. Non. L'être vivant est mouvant. Donc il doit bouger, il doit rencontrer, mais intelligemment. Pas se souiller. Et c'est là où, à l'époque, donc, il existait des peurs pour mener, entre guillemets, à des vertus et une élévation. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est on rassure surtout. T'inquiète. Tu n'auras pas de maladie. Il y a des capotes qui sont là pour ça. Ne t'en fais pas. Si tu tombes enceinte parce que ça se perçait ou encore parce que c'était inefficace, t'as la pilule du lendemain. Mais rassure-toi, si jamais tu n'avais pas pu le détecter immédiatement, il t'a l'IVG jusqu'à 12 semaines. Ah, aucune panique à avoir. Tu ne te sens pas en condition financière ou encore dans ta psychologie ou dans ton lieu d'habitation à accueillir un nouveau-né ou encore tu as été délaissé par celui qui était juste venu forniquer. Te voilà accompagné pour l'interruption médicale de grossesse. Au point même où l'on est à l'état de fœtus et le bébé est détruit morceau par morceau pour être retiré. Et ce que je dis, c'est pas de la fabulation. C'est la réalité. Et je vous parle même pas du commerce qu'il y a derrière. Je sais que des fois, je tiens des propos qui peuvent choquer et qu'à d'autres moments, ça peut paraître comme si c'était un cours que je donnais. Je ne suis pas professeur. Hein. Je m'exprime par mon côté amateur de ce que je découvre et de ce que je ne souhaite pas pour l'avenir. Maintenant, je ne suis pas le teneur de la morale et de l'éthique qui doit être appliquée, mais j'invite les gens à retrouver au moins une voie de raison. Et la voie de raison passe justement par la famille. Quand les familles sont malades, la société n'ira pas bien. Et ne pourra que péricliter. Donc nous devons trouver la voie de l'enseignement, instruire, créer des êtres humains. Pas les rendre comme des automates à notre guise parce qu'on veut qu'ils soient comme ça, mais leur donner toutes les cartes en main pour qu'ils puissent justement pouvoir jouer, détecter ceux qui, voyez-vous, sont dans le poker face. Si on met ça à un jeu de table. Je ne parle pas de ces tables mouvantes de spiritisme qui ramènent à la communication avec les morts. Au contraire, nous nous éloignons de cette société mortifère, de celle qui veut de l'euthanasie, des IVG, des IMG et bien d'autres choses encore, qui détachent l'amour, voyez-vous, de l'acte sexuel, entre autres, pour au contraire prôner la vie. Libre après à vous de donner suite à vos envies, bien évidemment. Le mariage a son importance. Il a été sali. Page 217. Donc on a vu enseigner aux jeunes l'amour. Dans le retour à la terre, on a voulu voir que les nécessités de l'agriculture et du ravitaillement. Il fallait y voir la possibilité et plus tard la certitude d'y voir des familles nombreuses qui, par leur nombre même, auraient pu se passer de la main-d'œuvre étrangère. Si on avait procréé assez, on n'aurait pas ce déficit de population et le besoin de faire appel à des étrangers qui, en plus, aujourd'hui, ne viennent même plus travailler, mais seulement poser le transat et profiter. Page 235. Alors, hop. Alors, 1h30. Ouais, ça sera à peu près sur 2h30, je pense. 3h peut-être. 235, je m'étais mis ceci. Ici encore, la fameuse égalité va tourner à mal. Et si les subsides financiers seuls parviennent à rehausser le taux de la natalité, que se passera-t-il lorsque ces subsides viendront, pour une cause quelconque, à manquer? Car, enfin, ils ne pourront pas être éternellement délivrés. La vitesse acquise ne suffira pas alors à maintenir la natalité. Il fait référence aux allocations qui existaient déjà à l'époque.
fort différentes certes, mais quand même. Il faut donc toujours et invariablement en revenir à la création d'un idéal de beauté, de noblesse, de générosité, d'altruisme, faute duquel le code de la famille fera en fin de compte une faillite lamentable. Et même cette distribution d'or prélevé sur d'autres citoyens, pour encourager de plus riches qu'eux à faire des enfants, atteint-elle toujours le but désiré? Dans un village de l'Ariège, un ménage jeune, 30-35 ans, lui bûcheron et cultivateur, elle paysanne et auxiliaire, d'une administration, n'avait qu'un enfant très mal élevé et malpropre. Comme on leur reprochait leur négligence à son égard, ils répondirent qu'ils n'avaient pas le temps, qu'il fallait d'abord s'occuper des bêtes. Le cochon, les vaches, le veau, la basse-cour traduisaient ce qui rapporte, favoriser le marché à la place de l'humanité, et surtout de sa propre chair, de ses enfants. Il dira plus loin aussi sur les abus de ceux qui prennent les allocs, etc. J'ai mis ça pour après. Simone Weil. Continuons sur l'enseignement et sur le besoin de ramener aux traditions, de redécouvrir notre histoire en fait, celle sur laquelle on s'est détaché. Parce que de celle-ci, malheureusement, là, on est vraiment un radeau, quoi. On va à la dérive. On ne sait pas où on va arriver, mais c'est grave. On fait tort à un enfant quand on l'élève dans un christianisme étroit qui l'empêche de jamais devenir capable de s'apercevoir qu'il y a des trésors d'or pur dans les civilisations non chrétiennes. Mais l'éducation laïque fait aux enfants un tort plus grand. Elle dissimule ces trésors, et ceux du christianisme en plus. La seule attitude à la fois légitime et pratiquement possible que puisse avoir en France l'enseignement public à cet égard, à l'égard du christianisme, consiste à le regarder comme un trésor de la pensée humaine parmi tant d'autres. Il est absurde au plus haut point qu'un bachelier français ait pris connaissance de poèmes du Moyen-Âge, de Polyeucte, d'Athalie, de Phèdre, de Pascal, de Lamartine, de doctrines philosophiques imprégnées de christianisme comme celle de Descartes et de Kant, de la Divine Comédie ou du Paradise Lost et qui n'ait jamais ouvert la Bible. Il n'y aurait qu'à dire aux futurs instituteurs et aux futurs professeurs, la religion a eu de tout temps et en tout pays, sauf tout récemment en quelques endroits de l'Europe, un rôle dominant dans le développement de la culture, de la pensée, de la civilisation humaine. Une instruction dans laquelle il n'est jamais question de religion est une absurdité. D'autre part, de même qu'en histoire on parle beaucoup de la France et aux petits Français, il est naturel qu'étant en Europe, si l'on parle de religion, il s'agisse avant tout du christianisme. Ce qui encore une fois a été perdu et ce qui a permis de créer des brèches pour que s'infiltrent des athéistes ou d'autres religions. Alors, que je m'en débarrasse pas si vite que ça, puisqu'à la page 61, quand on revient un petit peu en amont, on a ceci. Parce que personne ne doit être déraciné de son pays. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important, le besoin le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Les échanges d'influence entre milieux très différents ne sont pas moins indispensables que l'enracinement dans l'entourage naturel. Mais un milieu déterminé doit recevoir une influence extérieure, non pas comme un apport, mais comme un stimulant qui rende sa vie propre plus intense. Il ne doit pas se nourrir des apports extérieurs qu'après les avoir digérés. Et les individus qui le composent ne doivent les recevoir qu'à travers lui. Et après ça continue. Alors, je propose
de passer... Et si c'était... Ouais. On va faire ça, et après on mettra une pause pour aujourd'hui. Page 12. Hop. Donc dans le livre, et si c'était la fin d'un monde, j'avoue que j'ai oublié de présenter les autres, hein, mais on pourra les reciter. Celles et ceux qui se demandent, pour paraphraser le titre d'un récent essai de Bernard Stiegler, dans La disruption, comment ne pas devenir fou? Pour les décideurs de notre temps, selon lui, je cite, il s'agit d'aller plus vite que les sociétés pour leur imposer des modèles qui détruisent leur structure sociale. Donc d'accélérer les démarches, tu ne peux plus réfléchir, trop de sujets se présentent à toi, tu es noyé, t'as plus le temps, alors t'accepteras tout ce qui te sera proposé. D'être désorienté, voire carrément paniqué. Ce livre voudrait non seulement leur indiquer comment ne pas devenir fou, mais aussi comment le rester. Comment être assez fou pour aimer ce monde jusque dans son scénario catastrophe. Assez fou pour y mettre encore nos enfants et y soigner nos vieux os. Ce livre montrera que ce monde, qui demain sèmera des êtres humains sans qu'un père ait à répondre de leur venue au monde, a précisément besoin d'un amour d'autant plus donné, fort et même joyeux. Un amour fou. Et à la page 55, alors, à ses interlocuteurs, Nicole Belloubet expose les 3 pistes explorées par le gouvernement pour réformer la filiation. La filiation, c'est l'enfant, vous comprenez, l'effet filaire, il est rattaché dans son arbre généalogique, vous voyez, un père, une mère, il a des géniteurs si vous préférez. Et là, l'idée, c'est de casser la famille et de reconstruire quelque chose de nouveau. Attendez, parce que j'ai un chat dans la gorge. Je parle, mais... Oh, attendez. Ok. Donc je disais, la filiation, c'est lié aux parents. En cassant la famille, il aurait possible, dans ces cas-là, d'en reconstruire de nouvelles, notamment par la PMA. La PMA, si un des 2 parents est infertile, à ce moment-là, ils vont aller prendre un gamète d'un donneur. Donc l'enfant, il aura sa mère biologique, par exemple, son père biologique et le mari de sa mère biologique. Vous arrivez à suivre? Et il y a plein de schémas qui sont possibles, qui mènent en fait à la PMA. Et là, on nous dit, mais le choix entre ces options est très délicat. D'autant que l'enjeu est majeur. Si la PMA est accessible aux couples de femmes, il faut leur permettre d'établir leur filiation vis-à-vis de l'enfant qu'elles ont fait naître. 2 mères, un père. Et là, la folie. Pour l'enfant, comment se repérer? Quand on lui dit qu'il a 2 mères et un père, mais que son père, il ne le verra pas, parce qu'il a juste donné ses gamètes, et que ce sont 2 mères qui vont jouer le rôle de parents. Une opération impossible en l'état du droit français, en fait, si ça a été autorisé par la suite. Le vieil adage hérité du droit romain prévaut toujours. Mater semper certa est. L'identité de la mère est toujours certaine. Autrement dit, est mère celle qui accouche. Et le père? Il est reconnu en droit français selon un principe appelé la présomption de paternité, lui aussi dérivé d'une tradition juridique latine. Pater est quem nuptia demonstrant. Le père est celui que le mariage désigne. En clair, le père est le mari ou le compagnon de la femme qui accouche. Autant de principes impossibles à appliquer au couple de femmes. Autant la femme qui accouche sera reconnue mère sans difficulté, autant l'établissement de la maternité de sa compagne est plus difficile. Si elle veut voir son autorité parentale reconnue, cette dernière doit en effet passer par l'adoption. Sauf que il y en a qui travaillent à prendre l'ovocyte, à enlever la structure du message d'ADN qui se situe dessus, pour y mettre celui de l'autre femme, et après prendre le spermatozoïde et donc faire féconder ça. Il y a donc l'ADN mitochondrial, il y a l'ovocyte
mais qui a été effacé de son identité, mais qui est bien donné par la mère, et il y a le spermatozoïde à côté. Et là, je vous parle que de FIV à 3 parents. Ça peut aller au-delà dans ces projets. C'est une folie. Alors, hop, que je sélectionne ça. Page 53, le bonheur blessé. Il est dit. Ceux qui contestent le droit, pour 2 personnes de même sexe, de bénéficier de la procréation artificielle, invoquent l'intérêt de l'enfant et leur approche prévaut donc actuellement malgré sa remise en cause. C'est notamment de la Roche-Joubert, l'enfant a le droit à un père, une mère. Garantir que l'enfant aura toujours autant qu'il en aura besoin, son père et sa mère, est impossible. Puisque dans la nature, il y a des maladies, il y a des accidents, il y a aussi des salauds des fois qui abandonnent leurs bonnes femmes, ou inversement, des femmes, à dire d'une mauvaise posture, qui viennent à trahir leur conjoint et qui se barrent avec les gamins. Il y a tout un tas de possibilités. Mais tant qu'on peut, faisons naître des enfants avec un père et une mère. Après, la nature, on va dire, les aléas de la vie font que c'est différent, qu'il y a un des 2 parents qui n'est plus présent, c'est autre chose. Mais regardez ce qu'il est dit. Mais programmer une situation où de facto, l'un ou l'autre lui est interdit paraît injuste et discriminatoire. Ce jugement s'appuie sur le présupposé de rôles parentaux masculins et féminins, complémentaires et inéchangeables. C'est contesté par certains et par même des études à l'appui. Leur argument de choc stigmatisant le drame des enfants de couples hétérosexuels où sévit l'alcoolisme et la violence est truqué. En dialectique, on nomme justement choix truqué ce procédé de chantage qui consiste à avancer un exemple repoussoir pour aviliser une option également contestable. Or, sommé de choisir entre la peste à gauche et le choléra à droite, le débatteur averti marquera sa préférence pour un 3e chemin tout droit, celui de la bonne santé. On peut donc rétorquer que ni l'alcoolisme, ni la violence ne sont les monopoles des couples hétérosexuels et souhaiter avec son interlocuteur que les enfants soient protégés des familles maltraitantes, quelles qu'elles soient. Puis, on pourra réfuter l'idée que la privation délibérée d'un père ou d'une mère soit légitime et indolore. Des études américaines accréditeraient l'idée que la famille homoparentale est épanouissante, d'autres les invalideraient. Notons toutefois que le mobile des promoteurs de l'homoparentalité reste indéniablement le désir de certaines personnes homosexuelles et non pas celui des enfants. Ceux-ci bénéficient donc pour le moment du principe de précaution, quand il est question de réinventer le système qui tend à assurer la construction de leur personnalité. Ce sera tout pour ça. Prochaine fois, on se retrouvera pour ces 2 livres qui sont à suivre et d'autres démarches. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas, comme je vous le disais, à inscrire un commentaire, à marquer le partage sur Twitter ou encore à créer un post. Ça nécessite vraiment 20 secondes. Vous prenez l'URL et vous partagez la connaissance. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées. À très bientôt.